Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, en direct à la radio et à la télévision. Notre second invité ce matin n'est autre que Daniel Zahidani, l'ex-président du Conseil général. Il est avec nous, candidat pour le MDM pour la députation dans le Nord, circonscription 1. Il est avec nous, Daniel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une journée compliquée hier pour le MDM puisqu'on a appris que Ibrahim Bouenahiri avait été placé en garde à vue. Il sera présenté probablement à un juge d'instruction aujourd'hui dans une affaire qui avait été révélée par France Mayotte Matin il y a maintenant une semaine, sans citer les personnes concernées. L'actualité démontre effectivement que nous avions raison. Est-ce que c'est un coup dur pour le MDM aujourd'hui ? Disons que c'était inattendu surtout. Voilà. Après... Au moment où je vous parle, nous n'avons aucune information précise sur les raisons qui ont conduit à cette interpellation. Donc maintenant, nous attendons d'avoir sûrement au cours de la journée de plus amples explications pour pouvoir avoir une position. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a maintenant 2 semaines, le MDM a donné sa confiance à M. Bouenahiri, puisqu'il a été estimé qu'il avait toutes les qualités requises pour pouvoir se présenter aux élections de la députation et l'expérience qui est attendue dans le cadre d'occupation de ce type de poste. Alors, est-ce que... Excusez-moi, dans tous les cas, il y a présomption d'innocence, il n'a pas été jugé ni condamné. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit que, hormis ce qui a été dit jusqu'à présent, il est très difficile pour nous de pouvoir avoir une opinion particulière parce que nous ne savons même pas de quoi il s'agit. Mais quelle est la politique du MDM ? Si effectivement, imaginons que Ibrahim Bouenahiri, ce qui est probable, soit mis en examen aujourd'hui devant le juge d'instruction, est-ce que la politique du MDM, c'est de dire hors de question de mettre un candidat qui est en examen ? Je ne pense pas qu'on irait jusque-là. C'est-à-dire que même s'il est dans un examen, il peut être candidat. Je ne pense pas qu'on irait jusque-là dans la mesure où la présomption d'innocence prévaut surtout. Et les critères qui ont conduit à déterminer les candidats se sont basés sur des faits concrets, à savoir ce qui est attendu de la population et ceux qui étaient à même de porter le projet qu'on allait leur proposer. Autre confirmation ou infirmation, hier nos confrères de Mayotte Première vous annonçaient en garde à vue en même temps que Ibrahim Bouenahiri. Je me suis permis de vous appeler pour savoir si c'était le cas ou pas, donc vérifiez tout simplement. Manifestement vous m'avez dit que vous n'étiez pas en garde à vue hier, donc l'information était fausse. L'information était erronée. J'ai pu échanger avec les responsables de l'édition. Oui. Pour moi le sujet est clos. D'accord. On parle un petit peu de l'actualité sur Mayotte. L'eau, toujours un grave problème. On parle de plus en plus de coupures potentielles dans le nord. On parle de ce tanker. On parle de l'arrivée de la saison des pluies que d'ici 3 semaines. Ça devient plus qu'inquiétant avec notamment ce collectif dans le sud qui fait bouger les lignes. Et puis Samuel, ces 500 000 euros envoyés par le ministère de l'Outre-mer, est-ce que c'est suffisant ? C'est déjà nécessaire. Oui. Donc effectivement, les coupures ont commencé début décembre. Ça fait maintenant plus de 2 mois. C'est long. C'est une période extrêmement difficile à vivre pour une grande partie de notre population. Et je ne peux que me réjouir que le ministère de l'Outre-mer reconnaisse qu'effectivement, c'est une situation exceptionnelle qui mérite des moyens exceptionnels. Il était important également que nos enfants qui sont scolarisés dans ces zones-là puissent revenir à des horaires normaux de scolarité, ce qui n'était pas le cas puisque certaines écoles n'ouvraient pas ou n'ouvraient que 2 heures de temps. Mais je crois que ce qu'il faut surtout retenir dans tout cela, c'est que la réactivité, certes, n'était pas au rendez-vous, mais je crois qu'encore une fois, c'est dans la persévérance de la défense de nos droits qu'on arrive à se faire entendre. Il ne s'agit pas effectivement de faire du bruit pour rien, mais il s'agit essentiellement de faire comprendre que nous sommes confrontés à des difficultés importantes. Nos communes, et nous le savons parfaitement, elles sont confrontées à des situations financières qui ne leur permettent pas de pouvoir faire face à des situations exceptionnelles. C'est pour cela qu'effectivement, en pareille circonstance, le ministère de l'Outre-mer, à travers la délégation générale à l'Outre-mer,
a des moyens financiers pour faire face à ce type de situation particulier. Certes, c'est peut-être pas considéré comme une catastrophe naturelle, mais vous savez... La législation ne le permet pas, je crois. Hein. Tout à fait. Mais en ce qui me concerne, c'est une situation qui n'était pas prévue et qui est nuisible. Donc je ne peux que me réjouir de cette oreille attentive qu'a eu le ministère de l'Outre-mer, tant bien même que cette intervention arrive tardivement. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse, je l'espère le plus rapidement possible, retrouver une situation normale au sein de nos établissements scolaires, afin que nos enfants puissent poursuivre leur enseignement. Et dans le même temps, il est aussi important que nous puissions nous projeter dans l'avenir, afin de ne plus se retrouver dans cette situation. Mais ça, on nous l'a dit tous les ans, on nous le dit, tous les ans. Justement, c'est l'objet de ma question. Mais oui. Je publie dans France Mayotte aujourd'hui un marché, un avis d'appel à concurrence qui avait été lancé le 8 juillet 2004 pour la construction de la retenue collinaire, la 3e. Comment se fait-il que 13 ans plus tard, vous qui avez été président du Conseil général, il n'y ait pas eu cette retenue collinaire? Faute de moyens, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme vous le savez, le dernier CPER a été signé au mois de juin 2015 en présence du Premier ministre à l'époque, Manuel Valls, et le président actuel. C'était juin 2015 et moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler justement sur ce document. Donc nous avions identifié avec les services de l'État tous les domaines dans lesquels il faudrait intervenir. Mais bien évidemment, on s'est retrouvé avec une enveloppe qui était au-delà des 600 millions d'euros et qui dépassait largement la programmation prévue sur la période 2015-2020. Et donc de ce fait, il y a eu des priorisations qui ont été définies, sachant que sachant que la majorité des moyens mis sur la table sont des compétences qui ne sont pas les nôtres et qui sont pas forcément nos moyens financiers, les priorités, c'est l'État qui les a fixées. Bref, mais je crois encore une fois que moi, je ne suis pas là pour la polémique. Je crois que ce qui est important, c'est que aujourd'hui, je pense que tout le monde est convaincu que la priorité doit être faite pour qu'une 3e retenue collinaire se réalise. Aujourd'hui, il faut que impérativement des moyens exceptionnels, si ce n'est pas déjà le cas, soient prévus dans les mois qui arrivent afin qu'on puisse aller au-delà de l'acquisition des simples terrains comme ça a été fait la semaine dernière. C'est un premier pas. Maintenant, il faut que le financement puisse être trouvé pour que nous puissions aller de l'avant. Sam. Oui, ce qui est étonnant, c'est que la ministre Erika Barretz a dit qu'il fallait replacer la construction de cette réalisation au rang des grandes priorités pour Mayotte. Très bien. Mais si ça coûte 17 millions, 20 millions d'euros, c'est une autre priorité qui va sauter parce qu'elle ne réinjecte pas 20 millions. On prend dans le CPER, c'est quelque chose qu'on aura en moins. Voilà. Effectivement, il n'y a que 2 approches possibles. Soit le conseil départemental, avec les services de l'État, décide de réviser le CPER, chose qui est tout à fait possible pour réorienter des projets qui deviennent urgentissimes, ou soit effectivement nous pouvons essayer de bénéficier de moyens exceptionnels. Est-ce qu'il y aurait des lignes dédiées pour cela? Je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes face à des élections présidentielles. Des candidats sont en train de chercher des voix. Je crois que les Mahorais ont dit leur priorité. Il appartient maintenant à ces différents candidats de s'exprimer parce que ne nous mentons pas, ce n'est pas le gouvernement actuel qui prendra cette décision dans les 2 mois. La décision sera sûrement prise par le prochain gouvernement et président qui va être élu par les Mahorais et les Français et la totalité des Français. Et donc de ce fait, je pense que nous autres, en tant que politiques, nous devons soumettre aux différents candidats, ou en tout cas les comités de soutien qui se mettent sur le territoire, doivent soumettre cette demande dans les priorités, dans les engagements des candidats qui se présentent. Daniel Zaidani, vous avez entendu ce témoignage vendredi de Djamila sur cette antenne. Elle est venue, elle s'est déplacée. Son désarroi, sa rage sur la situation à Tanafou. On sait que Tanafou est dans l'actualité ce matin. Ça vous a beaucoup touché, ce témoignage? Absolument, parce que
Vous savez, je pense que pour une mère et pour une famille, le plus important, c'est d'abord sa progéniture, si je peux dire ça, quoi, les enfants. Bien sûr. Et effectivement, lorsque vous savez que même en laissant vos enfants chez vous, ils ne sont pas en sécurité, tant bien même qu'ils sont en âge de pouvoir rester seuls à la maison, Bien sûr. je pense que c'est extrêmement dramatique. Et donc, effectivement, lorsqu'on apprend que tout un quartier est laissé à l'abandon, faute de pouvoir sécuriser la zone, c'est quand même extrêmement grave. Cela montre encore une fois dans la situation dans laquelle nous nous trouvons sur le territoire de Mayotte. Il y a la terminologie sentiment d'insécurité, au moins je dirais que a été totalement prohibée au cours de l'année 2016. Bon, j'aurais presque envie de dire malheureusement, mais en même temps, cela ne peut qu'augurer à des mesures importantes qui doivent être prises. Donc effectivement, lorsqu'on entend ce matin qu'une opération d'envergure est en train de se faire dans la zone, cela ne peut être que perçu comme un acte extrêmement positif. Et j'encourage effectivement les forces de l'ordre, le préfet et les services judiciaires d'aller dans ce sens-là, parce que plus que jamais, les Mahorais ont besoin de se sentir en sécurité, ont besoin d'actions fortes qui parlent, et qui parlent aussi bien à la population qu'aux délinquants, parce qu'au final, les messages doivent aller dans les deux sens. Vous savez, le sentiment global qui ressortait ces derniers temps, c'était que le manque de moyens dont subit Mayotte ne permettait pas de pouvoir assurer une sécurité pour tous partout. Quand on regarde Tanafou 2, ce n'est quand même pas un quartier totalement isolé, c'est à 50 mètres de la route principale, donc se rendre compte que tout un quartier Sim est totalement vidé de ses habitants, alors que les résidences sont plutôt Là, bien. on parle vraiment de zone de non-droit. C'est extrêmement grave. C'est résidentiel en plus, quoi. Tout Ça devrait être le paradis sur Terre. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je connaissais des amis qui habitaient là il y a encore quelques années, mais qui sont partis de Mayotte, rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Mais je veux dire que c'est pas ça. C'est pas ça qu'on a voulu. Moi, je me présente par exemple aux élections législatives et ça a l'air un peu couillon ce que je dis, mais moi, mon programme, c'est le référendum de 2009. Le référendum de 2009, c'est la départementalisation. La départementalisation, pour moi, ce n'est pas simplement un mot. C'est une manière de vivre. C'est une société avec ses services publics, avec les moyens de pouvoir scolariser nos enfants dans des conditions normales, sans avoir le sentiment d'être obligé de les mettre dans le privé. C'est de pouvoir aller amener sa femme à l'hôpital sans se dire que, voilà, si elle rentre aujourd'hui, elle va sortir le lendemain si elle accouche, ou si elle fait une césarienne, elle va rester 3 jours, alors que dans un hôpital public gratuit en métropole, pas gratuit, façon de parler, en métropole, elle resterait 1 semaine. Bon, voilà. De la même manière, aujourd'hui, on parle de la congestion de Mamoudzou. Je pense que si effectivement le conseil départemental fait des efforts pour essayer d'implanter des PMI, un service de proximité, les services de l'État devraient également en faire autant, avec des sous-préfectures dans le nord, dans le sud, en Petite Terre, la brigade nautique par exemple, qui est aujourd'hui sur la Petite Terre, Pamandzi. Il serait bon qu'elle puisse être une installée à Mtsamboro, une deuxième à Bouéni. C'est ça la départementalisation, c'est c'est la structuration de nos services, c'est les investissements dans nos services publics, c'est payer nos impôts, donc c'est un tout. Donc effectivement, ça a l'air un petit peu, encore une fois, couillon et bête ce que je dis, mais mon projet pour Mayotte, c'est tout simplement mettre en place une départementalisation qui permette aux Mahorais de se sentir en France et ne pas se sentir des Français de 2e catégorie à Mayotte. Daniel Zaidani, si vous êtes élu député, vous risquez de la voir souvent passer, la navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale des députés. N'est-ce pas, Samuel ? Oui, tout à fait. Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. On change un petit peu de registre, mais les dispositions de la loi sur l'égalité réelle, qui étaient favorables à Mayotte, sont passées donc avec le texte dans son ensemble, la commission paritaire mixte. Ça y est, c'est accepté, le texte est adopté.
On l'a appris tout à l'heure, il y a quelques minutes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, moi je tiens d'abord à féliciter le travail de nos parlementaires parce que, bon, c'est vrai qu'on a souvent tendance à les critiquer parce qu'on entend tellement on attend tellement d'eux qu'effectivement on est souvent on reste sur notre faim. Mais dans tous les cas, c'est un vrai plaisir de savoir qu'effectivement l'année prochaine nous aurons une réduction significative sur la fiscalité sur l'impôt locaux. Donc cela montre effectivement qu'à la base elle avait été mal faite. Bon, c'est fait. Maintenant, ça a été corrigé, mais il reste encore tellement de choses à faire. Donc, dans tous les cas, je les félicite pour cela. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas eu de loi spécifique pour Mayotte parce que ça nous aurait donné une plus grande visibilité sur les actions à mener sur le territoire. Là, on marche un petit peu au lance-pierre. Vous savez, on vous donne des petits cailloux de temps en temps. Mais au final, il y a vraiment besoin d'une loi programmatique qui ressemblerait un petit peu à ce Mayotte 2025, mais transformé en texte de loi comme ça avait été fait pour la loi 2001. Donc c'est pour cela que moi que ce soit un engagement en fait. Voilà, et c'est pour cela que moi je le dis. Ouais. Daniel Zaidani, élu député, ne remettra pas en question ce document Pacte 2025, mais je l'utiliserai comme base de travail pour l'améliorer et pour en faire une proposition de loi. Daniel Zaidani, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.